Ok, très bien. Eh bien, a priori, c'est bon pour tout le monde. Alors, je me présente. Je m'appelle Abel Gonzalez. Je travaille au support technique chez Avenao, AS3D. Et aujourd'hui, nous allons donc aborder une sélection de nouveautés à propos de la nouvelle version de SolidWorks, à savoir la version 2016. Alors, au sommaire de la présentation d'aujourd'hui, on va faire une petite sélection des nouveautés au sujet de l'interface graphique qui a été remodelée, comme vous avez pu le constater. Ensuite, on regardera qu'est-ce qu'il y a de nouveau au niveau des esquisses. Il y a pas mal de petites choses. Également des nouveautés au niveau des pièces, tout ce qui est modélisation, fonction. Et rapidement, quelques nouveautés au niveau des assemblages. Donc au niveau des nouveautés, vous en connaissez probablement un certain nombre. Il y en a toujours qui sont un petit peu plus médiatisés que d'autres. Il y en a souvent qui passent un petit peu inaperçus, donc on va essayer de passer en vue ce qui peut être utile aux utilisateurs. Donc au niveau de l'interface, donc vous avez pu le constater dès l'installation, en fait, l'interface a été revue, notamment tout ce qui est couleur, en fait. Alors, il faut savoir que c'est pas uniquement un choix esthétique de la part de SolidWorks. Les nouvelles icônes ont été revues et modifiées au niveau de leur couleur, mais également au niveau en fait des dessins. Donc ceci, ça permet par exemple la mise à l'échelle en fait de ces icônes sur des grands écrans de très haute définition jusqu'à 5K. Donc voilà, c'était aussi pour cette raison-là qu'il fallait revoir la définition en fait des boutons, des petites icônes. Hein. Alors, à savoir que pour les nostalgiques de l'ancienne édition ou pour ceux qui s'y sont pas faits, parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple au début, on perd un petit peu ses repères, même si finalement, a priori, tout est au même endroit qu'auparavant à peu près. Il faut savoir que donc sur 2016 SP3, qui sortira dans quelques semaines, puisqu'il y a actuellement la SP3 Early Visibility qui est sortie il y a quelques jours. Donc sur cette version-là, qui est donc déjà disponible en bêta version, hein, si je peux dire, la Early Visibility, c'est toujours la pré-version, on a en fait la possibilité de basculer en fait sur une visualisation de l'interface telle que sur les versions précédentes de SolidWorks, avec les icônes avec des couleurs de type jaune et vert, notamment. Voilà, donc ça, c'est à savoir, c'est présent sur la SP3. Ensuite, la grosse nouveauté au niveau de l'interface, c'est ce qui a été traduit comme le fil d'Ariane. Donc ça correspond en fait à des petites barres en fait flottantes, enfin pas flottantes en fait, qui apparaissent en haut à gauche de l'écran. Donc on reviendra en détail dessus, c'est plutôt pas mal hein, pour s'y retrouver. En fait, on clique sur un élément et en fait on a tout de suite comment dire accès en fait à tout le fil de construction de cet élément-là. Donc pour une phase, en fait on va avoir accès aux esquisses qui ont pu générer cette phase, à la fonction, au corps, à la pièce, etc. On regardera ça dans le détail dans quelques secondes. Ensuite, on a l'apparition des relations enfants qu'on va pouvoir voir en fait de façon schématique en fait dans l'arbre de création. Auparavant, on n'avait que les relations parents. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. Quelques nouveautés au niveau du command manager qu'on peut désormais bloquer parce qu'il pouvait arriver parfois de le déplacer sans faire exprès. Ensuite, le trièdre de manipulation, notamment dans les vues en coupe, a été modifié pour faciliter sa manipulation. Et ensuite, j'ai rajouté renommer des fichiers dans l'assemblage. Voilà, je considère que ça fait
plus partie de l'interface. Et pour le coup, ça c'est une vraie nouveauté parce que auparavant, on était obligé de faire fichier enregistré sous pour changer le nom d'un fichier ou passer par SolidWorks Explorer. Désormais, on peut directement, à partir d'un assemblage, depuis l'arbre de création, renommer un fichier pièce à notre convenance et bien sûr, ça mettra à jour tous les liens. Alors, si on regarde un petit peu plus dans le détail. Donc déjà, on peut juste commenter l'interface au niveau des couleurs qui a sensiblement changé. À noter qu'au niveau des couleurs, dans les options, à la rubrique couleurs, on peut en fait régler la luminosité de l'interface pour avoir quelque chose de plus clair ou voire de très sombre. Voilà. Et j'imagine que ce sera ici également qu'on pourra accéder sur la SP3 à l'ancienne interface en fait. J'imagine que ça sera dans ce menu-là, ou du moins par ici. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça également. À vous de choisir ce qui vous va le mieux. Je vais rester sur moyen pour ma part. Voilà. Alors, ce qui pouvait arriver auparavant, c'est qu'en fait, on pouvait parfois, sans le vouloir, déplacer en fait ce qu'on appelle le gestionnaire de commande, le command manager, et se retrouver avec quelque chose comme ça en fait, qu'on devait repositionner. Voilà, c'était pas très gênant. Ça pouvait dérouter la première fois parce qu'on savait pas trop ce qui se passait. Donc à savoir que désormais, on ne peut plus le déplacer juste en cliquant, glissant sur l'onglet. Il faut vraiment venir ici sur le nom de l'onglet pour le détacher. Et on peut même, au niveau ici de la commande personnalisée, bloquer, verrouiller le command manager ainsi que les barres d'outils, de façon à ne plus pouvoir le déplacer. Et là, on est vraiment bloqué. Et donc, on n'aura plus ce genre de déconvenu. Voilà, je vais le débloquer pour ma part. Ok, donc ça c'était petite parenthèse. Ce qui est vraiment plus intéressant au niveau de la 2016, c'est l'apparition de ce qui a été traduit comme le fil d'Ariane. Donc voilà, je sélectionne une face de ma pièce et en fait j'ai directement accès aux différentes esquisses qui ont généré en fait le volume sur lequel il y a la face sur laquelle j'ai cliqué. J'ai accès ici à la face. Donc si je clique, j'ai le menu déroulant avec toutes les propriétés, enfin du moins un certain nombre de propriétés que je peux appliquer à cette face, des contraintes, changer l'apparence, etc., etc. Et de la même façon, je peux remonter jusqu'à la fonction qui a généré cette face-là, lui appliquer un certain nombre de modifications ou d'opérations. Et de la même façon, je vais pouvoir remonter jusqu'au corps, jusqu'à la pièce, voire jusqu'à l'assemblage qui contient cette pièce, en l'occurrence c'est l'assemblage de tête. Voilà, donc ça nous évite en fait de devoir fouiller en fait dans l'arbre de création, notamment dans les assemblages, repérer la pièce, repérer la fonction qui a généré telle face. On va pouvoir y accéder directement ici. Donc ça c'est une vraie avancée pour moi au niveau de l'interface et au niveau du gain de temps et d'organisation en fait. Voilà, donc ici par exemple si on regarde, on peut appliquer un petit exemple, je vais éditer l'esquisse, une esquisse qui a généré cette forme, je vais l'éditer. Ça va me permettre de rebondir sur l'apparition de l'instant 2D. Donc on connaissait Instant 3D qui permettait en fait de sélectionner une face directement et de pouvoir la déplacer. En fait ici c'est un peu la même chose, il faut sélectionner une cote. Et à partir de ce moment-là, soit je modifie la valeur avec un seul clic dans la boîte de dialogue, soit je viens manipuler en fait ici la petite boule bleue et ça me permet de modifier la valeur ici, par exemple avec la petite réglette. Voilà. Autre chose également
qui est apparu et qui est assez sympa et que je vous conseille d'adopter, c'est la touche D qui fait apparaître un menu en fait pour valider la fonction en fait, ou l'opération en cours. Donc, plutôt que d'aller à chaque fois dans le coin en haut à droite, on va avoir un petit menu qui apparaîtra sous le curseur lors de l'appui sur la touche D du clavier, D comme Daniel. Voilà. Donc là, je valide ma fonction. Et très rapidement, je peux voir mes modifs qui ont été opérés. Toujours D, je revalide l'édition de ma pièce et je reviens à mon assemblage. Donc c'est la touche D. Donc si vous vous rappelez, on avait déjà la touche S qui était paramétrable. La touche S qui est paramétrable, en fait, si vous venez ici dans personnaliser, voilà. Donc ici, elle est pas forcément paramétrée pour toutes les rubriques. Donc c'est contextuel, c'est-à-dire que dans l'esquisse, lorsque je vais appuyer sur la touche S, je vais avoir. Donc ici, on peut rajouter absolument ce qu'on veut hein, dans le petit menu. Donc la touche D n'apparaît pas de façon explicite. En fait, elle permet juste de valider. En fait, ça correspond ici au coin de validation d'une fonction, d'une esquisse, etc. Donc c'est assez pratique. Et je vous conseille vraiment de l'adopter ou du moins de lui donner une chance. Ça peut être assez pratique à la longue. Alors continuons toujours avec l'interface au niveau du triade en fait de sélection. Donc il a été modifié pour pouvoir essentiellement le manipuler plus facilement en fait. Auparavant il était très étroit, du coup il fallait beaucoup zoomer, etc. Maintenant c'est beaucoup plus simple en fait de le sélectionner et de pouvoir le manipuler plus facilement. Voilà. Alors, autre nouveauté assez intéressante également, c'est au niveau du rajout en fait des contraintes. En fait, désormais, lorsqu'on va sélectionner en fait une pièce, ben, en fait, on va être en mesure, enfin le logiciel va la mettre automatiquement en transparence. Voilà, c'est juste. De sélectionner la face qui me convient, qui est celle-ci, sélectionner autre. Voilà, c'est celle-ci. Et donc, je viens lui appliquer une contrainte. Voilà. Et en fait, automatiquement, vous voyez la pièce en question sur laquelle je suis venu appliquer la contrainte, donc qui est le bouton là supérieur, est venu se mettre en transparence pour me permettre en fait de sélectionner des éléments d'autres pièces en fait. Donc en l'occurrence, c'est ici le petit axe. Hop. Alors j'ai déjà une contrainte. On va utiliser ceci. Ah oui, j'ai oublié de supprimer cette contrainte-là, en fait, effectivement. Voilà. Alors, je vais recommencer pour que ça soit un peu plus clair. Donc, je viens éditer cette contrainte-ci. Je vais supprimer les sélections. OK. Voilà. Donc, l'idée, en fait, c'est que la transparence va nous permettre de rajouter plus facilement des contraintes.
Ensuite, toujours au niveau des nouveautés, par contre c'est plutôt, alors on va le voir ici également, ça va plus être, du moins on va le piloter plus au niveau des pièces, c'est la visualisation des relations parents-enfants. Donc ça, on va pouvoir le piloter depuis ici, en fait, clic droit sur la pièce, tout en haut. On peut cocher, décocher la visualisation, ce qu'ils appellent les références dynamiques, en fait. Donc ça permet de voir, en fait, quels sont les parents d'une fonction et quels sont ses enfants. Et du coup, de faire des modifs de façon conséquente, en fait. On va piloter également l'affichage des parents-enfants. Ici, au niveau de l'interface utilisateur, on peut cocher, décocher. Donc on peut choisir que les enfants, que les parents, ou les deux, ou aucun. Voilà, autre chose également, c'est au niveau des boîtes de dialogue. Désormais, ces boîtes de dialogue, en fait, elles sont, comment dirais-je, elles s'étendent automatiquement à la sélection. Auparavant, en fait, on avait systématiquement un petit ascenseur, donc lorsqu'il y avait beaucoup de sections, c'était pas très pratique. Désormais, elles sont étirables, en fait, et du coup, elles s'ajustent automatiquement à la bonne longueur. Donc pareil, ça nous facilite un petit peu la vie au quotidien. Je vais rebasculer sur mon assemblage. Donc ensuite, donc je vais juste vous montrer comment renommer, hein. Enfin il n'y a pas trop de secret, mais cette possibilité n'existait pas auparavant, le fait de renommer depuis l'assemblage une pièce directement. Donc ça va faciliter pas mal les choses également. On peut enlever la vue en coupe. Donc par exemple, oui, une de ces pièces-là, je peux très facilement la renommer en fait. Lui donner un nouveau nom. Et bien sûr, se mettra à jour toutes les modifs, toutes les références. Voilà. Donc il nous dit que ça prendra en compte les changements lors de l'enregistrement. Donc c'est pilotable, hein. Enfin disons que c'est contrôlable par une option. On peut autoriser ou non en fait le fait de renommer une pièce via les options. Je crois que c'est ici dans le Future Manager. Autoriser les fichiers composants à être renommés. Voilà. Donc on a le choix à ce niveau-là. Et dernière chose également, plus ou moins de l'interface, on a l'apparition d'une fonctionnalité qui nous permet en fait de purger les fonctions non utilisées. C'est valable dans les pièces et dans les assemblages également. Voilà, donc en l'occurrence ici nous propose de supprimer en fait des contraintes apparemment. Donc typiquement ça va être des fonctions qui sont en état de suppression dans toutes les configurations par exemple, et qui du coup n'ont pas forcément de fonctionnalité. Voilà, on voit ici, j'imagine que c'était celle-ci qui nous proposait de supprimer. Voilà, donc ça nous permet en fait d'alléger en fait, voilà, c'est bien celle-ci. Ça nous permet d'alléger en termes de taille le fichier,
que ce soit d'assemblage ou de mise en plan, et puis d'alléger aussi visuellement l'arbre de création sur la gauche pour permettre de se débarrasser de tout ce qui est inutile dans notre modélisation. Voilà pour la partie interface. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Donc ensuite, si on aborde la partie esquisse, là aussi pas mal de petites choses. Alors, on a l'apparition, la possibilité de convertir les entités avec des contours internes. C'était pas tout à fait le cas auparavant. Il y avait une petite astuce, il fallait présélectionner un contour interne. Désormais, on va pouvoir tous les sélectionner d'un coup et automatiquement, ce qui va faciliter vraiment les choses pour un certain nombre d'opérations. Ensuite, on a la possibilité de sélectionner directement un point milieu sans devoir faire clic droit sur la ligne, sélectionner le point milieu. L'instant 3D, je l'ai abordé tout à l'heure rapidement. La segmentation avec relation d'équidistance et dynamique, donc c'est surtout le fait que ça soit dynamique qui est nouveau. Et également au niveau du décaler les entités, on peut désormais inverser le décalage. Donc on va voir ça un petit peu plus dans le détail. On va pouvoir fermer ceci. Donc il y a d'autres nouveautés, on va les passer en revue. Ici c'était juste pour vous présenter en fait ce qu'il y avait de plus intéressant. Alors, on va pouvoir ouvrir ceci. Alors, au niveau du décaler les entités, je vais pourquoi pas reprendre cette esquisse-là. Plusieurs petites choses qui vont essentiellement faciliter la vie des utilisateurs. Donc, en fait, ce qu'il y a de nouveau, c'est le fait de pouvoir choisir qu'est-ce que je veux mettre en géométrie de construction. Est-ce que c'est la ligne que j'ai tracée, donc géométrie de base? Est-ce que c'est le décalage? Ou est-ce que c'est tout simplement les deux? Il va tout de suite me convertir en ligne de construction, l'ensemble. Fermeture d'extrémité, ligne ou arc, ça je crois que ça existait déjà. Et ensuite, la grande nouveauté, en fait, c'est que lors de ma validation, ma cote, en fait, je vais pouvoir l'inverser. Donc soit en tapant une valeur négative, hop, il va de l'autre côté, soit directement ici, je vais pouvoir inverser la valeur. Donc auparavant, ça, c'était pas faisable, il fallait tout effacer et recommencer. Donc là, on garde les relations, ça évite de tout refaire pour ce genre d'opération. Alors, grosse nouveauté, qui n'est pas spectaculaire du tout, parce qu'en fait, ça tombe plus sous le sens, en fait, c'est plus une question d'ergonomie, mais disons qu'avant, ce n'était pas le cas. En fait, c'est au niveau de la cotation. Auparavant, si vous sélectionnez une ligne et que vous allez chercher la commande cotation, en fait, ça désélectionnait votre sélection, votre ligne, et il fallait la recliquer. Donc désormais, en fait, on peut présélectionner des éléments et venir les coter. Autre nouveauté qui va de pair, c'est le fait, en fait, d'avoir une barre contextuelle lors de la sélection d'entités, en fait. Donc ici, je peux très facilement rajouter ma cote. Auparavant, il aurait fallu que d'abord je sélectionne ma
mon outil de cotation. Donc c'est pas spectaculaire parce que finalement c'est assez intuitif en fait. Disons que c'est plutôt auparavant, ça l'était pas forcément. Désormais, ça sera beaucoup plus simple. Alors, autre nouveauté également, c'est le fait de pouvoir détacher des éléments. Donc ici, par exemple, j'ai ce triangle qui est formé ici, donc j'ai des relations de coïncidence hein, finalement. Je peux, avec le clic droit, venir ici et sélectionner détacher le segment en faisant glisser. Donc ce que ça va me permettre en fait, c'est de pouvoir en fait libérer en quelque sorte les relations. Donc si il peut ne pas les rompre, il le fait. Par exemple ici, donc je suis toujours en mode, c'est quelque chose qu'on active, qu'on désactive. Si je viens sélectionner en fait juste une extrémité, en fait je vais pouvoir déplacer cette extrémité-là et de l'autre côté il va garder la relation en fait. Donc je vais pouvoir par exemple venir ici me positionner au point milieu tout en gardant ma géométrie. Voilà. Auparavant ça n'aurait pas été vraiment possible, hein. Il aurait fallu que je supprime ma ligne finalement ou que je supprime la relation de coïncidence pour pouvoir faire ce genre d'opération. Donc on l'utilise et lorsqu'on n'a plus besoin, on vient désactiver ce paramétrage. Nouveauté également, l'instant 2D, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, donc c'est ici que ça se passe en fait. Donc ça permet l'édition en fait en direct des cotations, comme on pouvait l'avoir en fait dans la partie 3D. Voilà. Ça vient ici également éditer la cote avec un seul clic, si on la sélectionne. Voilà, petite nouveauté de ce point de vue-là. Autre nouveauté, c'est le pilotage des cotations dans les esquisses. Alors, par pilotage, j'entends l'affichage en fait. Auparavant, en fait, ça ne fonctionnait que pour les esquisses 3D. Désormais, en fait, on peut cacher les cotes en fait pour les esquisses qui sont un peu trop fournies. Ça permet d'y voir un peu plus clair en un seul clic. Alors ensuite, on va extruder ceci pour parler des contours internes. Donc on va donc pour ce faire créer une esquisse ici. Donc au niveau des convertir les entités, comme vous pouvez le voir, en fait, on a l'apparition de ces deux nouvelles fonctions. Je peux venir sélectionner en fait les boucles intérieures une par une. D'accord. Ou finalement lui dire en fait, en sélectionnant la face, de sélectionner toutes les boucles intérieures. Voilà, donc ça me permet très simplement de pouvoir sélectionner les contours intérieurs. Alors, il y a juste un petit bémol qui devrait être corrigé pour ça prochainement, c'est que pour l'instant, justement, en fait, il prend que les contours extérieurs, alors qu'il serait censé prendre également l'extérieur. Voilà, donc ça a été signalé, et donc ça devrait être corrigé très prochainement. Donc le contournement, il est très simple, hein, il suffit de sélectionner en fait la face à nouveau et de refaire convertir. Et du coup, on obtient en fait les contours extérieurs et intérieurs. Voilà, donc ça peut faciliter vraiment la vie à des personnes qui faisaient des choses un peu spécifiques. Mais au niveau des sélections, voilà, ça peut faire gagner beaucoup de temps selon le besoin. Hop.
Alors, on a une nouvelle relation qui est apparue, qui s'appelle relation d'égalité entre courbe et ligne, en fait. Donc, il suffit de prendre une courbe et une ligne. En l'occurrence, c'est un cercle, mais ça peut être une courbe. Et vous avez ceci, créer des longueurs de courbe égales. Voilà, donc ça permet de ces nouvelles relations qui, ponctuellement, peut être utile. On aurait pu le faire auparavant, mais bon, il aurait fallu typiquement créer une relation en fait de longueur ici, une cote de longueur en fait. Et encore pour un cercle, ouais, c'était pas gagné. Voilà, donc c'était un petit peu plus compliqué, il aurait fallu passer par des équations. Désormais, on peut le faire directement. Ouais, pour un cercle, c'était pas simple. Ah oui, et donc le dernier élément, et pas des moindres, c'est en fait la segmentation, donc qui était déjà existant. Donc là, je l'ai rajouté parce que normalement, il est un petit peu caché. On doit le retrouver dans outils. Je crois que c'est par là. Voilà, on le retrouve ici, dans outils d'esquisse segment. Après, vous pouvez toujours utiliser la recherche de commande hein, qui peut s'avérer utile pour ce genre de choses. Voilà, vous cliquez sur les petites lunettes et normalement, il vous indique, ouais, du coup, là, vu que je l'ai rajouté, il m'indique qu'il est là. Alors, je vais prendre un exemple un peu plus sympa pour vous illustrer ça. Voilà, donc j'ai cette pièce-là. Admettons que je vais faire un déperçage sur cette face. Je vais pouvoir donc créer mon cercle. Ouais, je suis allé un peu vite. Et donc segmenter mon cercle et en fait venir, donc il y a juste à le sélectionner et dire combien de points je veux sur ce cercle. Donc ça, ok. Et donc il me les répartit uniformément. Donc on peut rajouter soit des points, soit segmenter en fait, en l'occurrence la courbe, mais ça pourrait être une ligne. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que donc je peux déplacer donc ces points, ils restent équidistants en fait. Et je peux surtout en fait modifier leur nombre. Donc si j'en supprime un par exemple, ça va tout de suite se mettre à jour. Il va répartir donc les 4 restants ou les 3 restants. Donc ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau et je peux dans tous les cas toujours revenir en fait à mon nombre initial et pour ce faire, il faut faire clic droit sur la petite relation et vous avez édité les points de segment. Et là, on peut les rajouter, on peut rajouter autant qu'on veut et revenir manipuler. Voilà, donc on va laisser 4. Donc ça c'est plutôt sympa comme fonction, pareil, ça peut faire gagner du temps. Et le fait que ça soit dynamique, en fait, ça évite de tout refaire en fait si on veut faire des modifications. Voilà pour la partie esquisse. Je pense avoir fait le tour. Donc si on s'intéresse cette fois-ci aux fonctions,
Alors la grosse nouveauté, c'est l'apparition de la fonction filetage. Je peux pas trop passer à côté, même s'il a été assez médiatisé. C'est vrai que même si c'est pas forcément, on va dire, conseillé de faire des filetages sur SolidWorks parce que c'est gourmand en ressources et que c'est pas forcément nécessaire, il empêche qu'il y a quand même plein de fois où ponctuellement en fait on peut avoir besoin de créer un filetage. Donc ça a toujours été vrai et c'est encore plus vrai désormais avec les impressions 3D. Voilà, on peut avoir besoin de créer un pas de vis. Voilà, donc ça va vraiment être très facile désormais de le faire. À noter, ce qui est un petit peu moins connu, c'est qu'en fait on peut créer des filetages personnalisés avec cette fonction, hein. Donc très facilement, vraiment très facilement, il va suffire en fait de créer une esquisse qu'on va enregistrer en tant que fonction de bibliothèque. Il faut juste la rajouter dans le dossier, enfin le renseigner dans les emplacements de fichiers. Et du coup, on va pouvoir comme ça créer à l'infini en fait des profilés, enfin des filetages personnalisés. Ensuite, au niveau des balayages, il y a un certain nombre de nouveautés. Et également dans les fonctions d'intersection de surfacique notamment, des petites choses sympas. On va voir tout ça dans le détail. Alors le filetage, bon c'est vrai que c'est extrêmement simple, donc ça va aller assez vite. Je vais prendre ce petit arbre ici. Voilà, donc la fonction filetage se situe ici, au niveau de l'assistance pour le perçage, dans le petit menu déroulant. Donc elle se présente de la manière suivante. On va venir sélectionner en fait une arête cylindrique, circulaire. On va lui dire jusqu'où va notre filetage. Donc là, je vais lui dire par exemple jusqu'à la sélection pour aller jusqu'au bord. Alors là, j'ai pas le bon profil. On va mettre ça par exemple. Ok, on va mettre du 10. Voilà, c'est déjà un peu plus raisonnable. Alors, donc ici en fait on a nos différents types de profilés. Donc comme je vous dis, il y en a un certain nombre au départ. On a notamment ce qui est norme en fait pour les bouteilles plastiques en PET. Voilà, on a un certain nombre de choses qui existent. Et comme je vous disais, on va pouvoir les créer, créer de nouveaux profils très très facilement. Voilà, au niveau de la fonction, en plus du fait d'avoir en fait des profilés, on peut créer des configurations intérieures de façon à avoir plusieurs tailles. Et en plus de ça, on peut venir personnaliser du coup la taille, enfin le diamètre ou le pas de vis. On va pouvoir ici cocher également décalage, par exemple, si on veut en fait décaler soit vers l'intérieur, soit au contraire vers l'extérieur pour être sûr que en fait la vis va jusqu'au bout en fait. Voilà. Donc ici on est bien sur filetage. On peut choisir le sens également de la vis. Voilà. Il y a d'autres petites options. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Ouais, j'ai dit couper. C'est bien de la découpe. Ah oui,
Effectivement. Donc ici, j'ai coupé le filetage. En fait, est-ce que j'enlève de la matière ou est-ce que j'en rajoute? Ici, en l'occurrence, il faut effectivement en rajouter de façon à avoir un surplus de matière et avoir le pas qui apparaît. En fait, c'est surtout la taille qui n'était pas bonne, en fait. Alors, je vais reprendre celui que j'avais déjà fait. Mais bon, c'est assez simple à paramétrer. Donc ces fonctions-là sont utilisables du coup derrière. Hein. Je peux faire des répétitions ou autres. À partir de mon filetage. Alors, qu'est-ce qu'on avait mis ici? Ouais, c'est bien ça, j'avais bien rajouté de la matière, ok. Voilà, donc en l'occurrence ici, on aura plutôt tendance à s'arrêter au ras. Voilà, donc on a quelque chose de vraiment super propre. Et derrière, comme je vous disais, on peut s'amuser en fait à utiliser cette fonction pour la répéter. Donc ici, c'est ce que j'ai fait, il faut peut-être juste supprimer la première. Voilà, ce qui a été fait en fait, c'est éditer le filetage de façon à l'espacer en fait. J'ai juste mis un pas de 3 ici de 1 par défaut. Et derrière, on est venu lui appliquer une répétition circulaire 3 fois, de façon à avoir en fait un triple pas de vis en fait, plutôt que d'en avoir qu'un seul. Donc en fait, si vous observez, il y a 3 départs en fait. Voilà. Je vais juste vous montrer rapidement à quoi ça ressemble en fait une esquisse de profilé. Et comme ça, je vous montre également l'emplacement par défaut. Donc c'est dans Programme Data, SolidWorks 2016 en l'occurrence. Et vous avez directement ici un dossier Thread Profile. Alors pourquoi il est vide? Oui, parce que je suis avec mes filtres. Voilà, donc ici on peut en ouvrir, celui-ci qui a été créé de la sorte. Donc c'est ni plus ni moins qu'une esquisse qui a été enregistrée en tant que profil de bibliothèque. Donc pour ça, il faut juste la sélectionner et faire fichier, enregistrer sous, et se mettre ici en libfitpart. Voilà. Et ensuite, on a en fait une rubrique. Donc soit vous l'enregistrez dans le dossier par défaut, soit vous créez votre propre dossier, et ensuite vous venez l'ajouter dans les emplacements de fichiers. On doit avoir ici désormais une rubrique profil de filetage. Voilà. Donc vous rajoutez votre dossier où il y a votre profilé, et du coup derrière, il devrait apparaître. Donc pour le coup, c'est vraiment facile à faire, quoi. Ici dans cet exemple, alors je l'avais déjà paramétré, il faut juste que je me souvienne des valeurs. On va essayer de le refaire.
Donc on prend le profilé qu'on a créé auparavant. Donc toujours pareil, hein, on sélectionne l'esquisse de départ, enfin l'arête circulaire, jusqu'à la sélection. Voilà. Alors là c'est pareil, on va pas lui dire de couper, mais plutôt de rajouter de la matière, extruder. Et derrière, il faut un petit peu le paramétrer du coup pour qu'il soit à la bonne taille. Voilà, j'ai plus exactement les mesures en tête, mais on va essayer de faire en sorte. A priori, ça devrait passer. Voilà, donc toujours la notion de décalage qu'il faudrait venir par exemple paramétrer ici. Est-ce que je suis du bon côté? Non. Voilà, ça a l'air déjà un peu mieux. Je pense que je suis pas du bon côté en fait. C'est ça. Donc bref, c'est assez facile. On va valider, voir si ça passe. Hop, dans l'autre sens. Voilà, voilà c'est pas assez. Voilà, donc on peut rapidement créer son propre filet sans difficulté. Au niveau des balayages, en fait, ce qu'il y a de nouveau, c'est le fait de pouvoir créer, enfin du moins d'inclure un profil circulaire sans devoir le dessiner. Donc là, j'ai juste j'ai une esquisse en fait, une esquisse 3D en l'occurrence, et je peux directement, en la sélectionnant et en cochant profil circulaire, faire mon balayage à partir d'un cercle. Voilà, donc ça évite de devoir créer une esquisse à l'extrémité de la trajectoire pour tout ce qui est profil circulaire. Si on a une autre forme, on devra quand même toujours la modéliser, bien évidemment. Alors, il faut que je réduise mon diamètre, sinon il ne va pas aimer. Voilà. Donc ça, c'est toujours pratique. Autre chose qui paraît anodine, mais en fait, c'est le fait que les courbes composites, telles que justement les courbes en fait faites à partir d'un cercle, spirale et autres, désormais en fait elles ne sont plus absorbées dans la fonction de balayage. Donc ce qui permet déjà de les visualiser et notamment de les éditer et de pouvoir s'en servir en fait derrière plus facilement en fait. Ok. Ensuite, toujours au niveau des balayages, on peut désormais faire... alors, il y a deux choses. On va déjà éditer cette pièce. En fait, on peut positionner le profil au milieu du trajectoire ou un peu n'importe où. En fait, on n'est plus obligé d'être à une extrémité. Donc ça nous donne un peu plus de liberté. Et de ce fait, je vais pouvoir en fait, paramétrer le balayage d'un côté et de l'autre.
voyez qu'ici on a des boutons en fait direction 1, les deux, bidirectionnel et direction 2. Donc de cette façon, je vais pouvoir en fait bah voilà, choisir qu'est-ce que je fais d'un côté. Donc ici par exemple une torsion en révolution, je peux en faire 2 tours par exemple. Et de l'autre côté, lui dire de faire un seul tour dans l'autre sens, dans le même sens, par exemple. Voilà, donc ça nous donne un petit peu plus de liberté, chose qu'on n'avait pas auparavant. Voilà. Ok, bah, je vais pas tarder à conclure. J'ai été un petit peu pris par le temps. Je veux par exemple juste vous montrer au niveau des intersections, il y a des choses assez sympas, notamment la possibilité de créer un volume interne. Donc c'est pratique dans ce genre de cas de figure. Auparavant c'était un petit peu plus long, on va dire, parce que du coup il fallait créer un corps exprès pour avoir le volume interne. Désormais, juste avec un plan, alors par exemple ici j'ai un plan qui simule en fait la surface de l'eau. Je vais pouvoir créer une intersection entre mon volume creux et ce plan, et en fait lui dire créer des régions internes. Et en fait, automatiquement, il va me générer du coup le volume interne. On le voit ici modélisé en jaune. Pareil, au niveau de l'affichage en fait de ce genre de choses, en fait, notamment lorsqu'il y a des intersections, en fait, on peut choisir en fait qu'est-ce qu'on voit. Est-ce qu'on voit les régions incluses en fait créées? Est-ce qu'on cache en fait ce qu'on vient de créer? Voilà, on a un petit peu plus de liberté en fait. Ça permet de mieux s'y retrouver, notamment lorsqu'il y a des surfaces qui génèrent plusieurs corps en fait. Voilà, donc là je valide, ça génère en fait l'équivalent de mon volume en eau. Du coup, avec la touche Tab, je peux cacher mes corps volumiques dans les pièces, comme dans les assemblages pour les pièces. Donc c'est Tab pour cacher, Shift Tab pour faire réapparaître les corps volumiques. Et donc là, très simplement, du coup, je pourrais venir dans Évaluer, Propriétés de masse, sélectionner, attention, juste ce corps volumique-là, attention aux sélections, et du coup, il m'afficherait 1,95 litres de capacité pour ma petite jarre. Voilà pour ça, et je vais juste conclure en fait sur les assemblages. Donc ça, on l'a vu, hein. J'ai pas parlé également des nouveaux styles de spline. Il y a pas mal de petites choses, enfin des nouvelles façons pour avoir plus de maîtrise en fait au niveau des splines. Et au niveau des assemblages, il y a des petites choses. Ce qui me paraît intéressant, notamment, c'est en fait la prévisualisation de pièces. Donc ça va être très pratique en fait pour rajouter des contraintes. En fait, vous l'avez ici au niveau du petit menu flottant, au niveau d'une pièce. Vous avez fenêtre d'aperçu du composant. Donc ça vous ouvre une petite fenêtre à côté. Et ça permet en fait de manipuler ici de façon typiquement en fait à sélectionner, je sais pas, en fait une face. Et du coup ça sélectionne de l'autre côté. Et ça va vous permettre en fait de faciliter un petit peu la vie au niveau de la création de contraintes. Ça, plus le fait que lorsqu'on sélectionne
une face à contraindre, la pièce se met en transparence. Du coup, les deux choses, en fait, ça facilite pas mal les choses. Voilà, je vais juste passer en revue rapidement ce qui me restait. On a également la possibilité de créer une configuration, enfin de choisir la configuration lors de l'insertion de pièces directement. Une nouvelle barre contextuelle de contraintes où en gros on a de nouvelles contraintes qui sont apparues en fait. Fixer temporairement un groupe de composants. Purger, ça on en a parlé. Renommer les pièces dans l'arbre, pour moi c'est ce qu'il y a de plus important à ce niveau-là. L'apparition d'un dossier favori dans la toolbox, pour éviter d'aller chercher au fin fond de la toolbox en fait la vis qu'on utilise tout le temps. On peut remplacer un type de vis par un autre type, en fait à la volée, une sélection. Hein. Donc toutes les vis, je sais pas moi, hexagonales, M5, on va pouvoir les remplacer par dit tête bombée M5. Voilà pour la toolbox. Ensuite, au niveau de la tôle balayée, on a l'apparition des enlèvements de matière, chose qui n'était pas possible en fait auparavant sur des tôles balayées. L'amélioration de l'esquisse tôle sur arête. En gros, ça correspond ici à l'image en bas à droite. Désormais, au niveau de l'édition de la tôle sur arête, on peut en fait éditer l'esquisse de façon à étirer en fait les côtés. Voilà, auparavant c'était un petit peu plus compliqué, il fallait redessiner en fait. Donc ça c'est nouveau également. Au niveau de la mécanosoudure, il n'y a pas de révolution. Les profilés sont classés de façon alphanumérique au niveau ici en l'occurrence des configurations ou carrément des esquisses. Si on a un matériau au sein du profilé, on peut le faire redescendre, on peut l'appliquer en fait dans notre pièce de mécanosoudure via ici en fait en cochant la petite case, transférer le matériau. Dans la liste des pièces soudées donc dans la liste des pièces soudées en fait d'une pièce mécano-soudée dans laquelle il y aurait des pièces dérivées, et ben on va pouvoir récupérer la longueur totale en fait de ces pièces dérivées, à condition que ce soit évidemment eux-mêmes des corps de mécano-soudure. Et on peut désormais modifier en fait la position notamment des bouchons en jouant en fait sur les références de contraintes. Donc on va typiquement pouvoir modifier la profondeur par exemple du placement d'un bouchon au bout d'un profil. Voilà, vraiment les nouveautés qu'il y a à ce niveau-là. Et donc je conclue par la traditionnelle salle des questions. Si vous en avez, c'est le moment. Alors, quelqu'un m'a demandé à un moment donné, est-ce que la fonction fait partie, enfin, est exclusive de la version professionnelle? Je ne sais plus forcément de quelle fonction il s'agit. La fonction filetage, non, a priori, c'est sur toutes les fonctions, sur toute la gamme de SolidWorks. Il n'y a pas de restriction. C'est sur normalement 2016. Et donc c'est à partir de la standard. Hein. Vous devriez la voir en fait. Donc il faut bien être dans une pièce. Il faut bien être dans une pièce, dans fonction, assistance pour le passage, filetage. Ça doit être présent à partir de la standard. Après, si vous ne l'avez pas, c'est peut-être que y a un composant de toolbox qui ne s'est pas installé à l'installation. Et à ce moment-là, je peux que vous conseiller de vous rapprocher de votre hotline. Peut-on configurer la segmentation avec une valeur la segmentation, c'est une bonne question.
Ben, le problème, non, on peut pas en fait. Parce qu'à partir de la sélection, donc une ligne ou un cercle, en fait, ce qu'on va choisir, c'est la division en fait. Et donc à partir de là, en fait, il va diviser, il va respecter la valeur qu'on va lui mettre, mais du coup, il va pas changer la longueur du trait en fait, de l'entité. Après, j'ai envie de dire, on va pouvoir le faire assez facilement en fait. Il suffit de dire combien de segments on veut, ou combien de points, et derrière, on va venir coter en fait du bord de la ligne au premier élément, et on va pouvoir le faire assez facilement. Ça, pour moi, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Voilà, là, si je lui mets 15, du coup, il a bien réparti en fait. Ce qui me paraît assez logique finalement. Donc cette nouvelle version est bien compatible avec Windows 10, à savoir que la compatibilité avec Windows 10 officiellement, elle existe depuis 2015 SP5. Donc aucun souci avec Windows 10, c'est testé et approuvé, et il n'y a pas de problème là-dessus. Le nombre de segments, oui, c'est pareil en fait. Je vais carrément recommencer. En fait, dans la fonction segmentation, on peut soit rajouter des points ou en fait des segments. Donc si je prends ma ligne, il va me découper mon segment initial en 4 segments en l'occurrence. J'ai bien 4 segments distincts. Et du coup, je peux les coter comme tout à l'heure. Et il garde la répartition des 4 segments. Ah. D'accord, je vois le sens de votre question. Intéressante question. Est-ce que en fait le nombre de répétitions, en fait de segmentation, en l'occurrence 4, peut être paramétré? C'est une excellente question. Et je suis pas sûr en fait qu'on puisse y avoir accès tel quel. Il n'a pas l'air d'apparaître de façon transparente en fait. On peut revenir dessus. Et encore, pour la segmentation, je suis pas sûr. Ouais, je pense que c'est que valable pour les points en fait. Où là, on a une vraie relation, ouais. Éditer les points de segment. Donc je ne pense pas que la valeur qu'on définisse dans la segmentation soit paramétrable, par exemple, de façon à l'utiliser dans une équation, par exemple, si c'est ce que... Enfin, j'entends que ça pourrait être utile à ça. Mais j'ai pas l'impression en fait qu'on puisse accéder à cette valeur.
autre qu'en faisant clic droit hop, sur la fonction, enfin sur la relation, et faire éditer les points de segment. Donc non, on ne peut pas configurer la fonction, parce que c'est pas une fonction en tant que telle, c'est une petite fonctionnalité, c'est comme un décalé, ça apparaît en fait sous forme de... ça n'apparaît pas sous forme de fonction, donc non, on ne peut pas la configurer. Ouais, effectivement, ça pourrait être pratique effectivement pour avoir des choses dynamiques, effectivement. Peut-être dans un futur. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Ok, eh bien je pense qu'on a fait à peu près le tour. Pour ma part, j'étais très heureux de vous présenter ma sélection personnelle de nouveautés. Et puis ben, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit, une bonne après-midi et à bientôt sur le guide 3D. Au revoir.